Bonsoir à tous, c'est une première sur France Info à une semaine du baccalauréat nouvelle formule. Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale va répondre dans un instant en direct aux questions, aux interrogations, aux craintes également de 10 lycéens. Alors, où sommes-nous? Pas sur le plateau de France Info, vous l'avez remarqué, mais depuis un lycée, le lycée Louis Armand à Aubonne dans le Val d'Oise. C'est une ville de banlieue, 25 000 habitants pour faire les présentations. Un lycée polyvalent, un peu plus de 1000 élèves ici, qui accueille 2 tiers de filière générale et 1 tiers de filière professionnelle. Et notre invité, c'est donc vous, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Bonsoir Jean-Michel Blanquer. Bonsoir Jean-Baptiste Marteau. Alors c'est une émission un peu particulière. D'habitude, vous venez en plateau, vous les responsables politiques. On vous met parfois des Français face à vous. On le fait tous les soirs dans votre instant politique, dans Vous avez la parole sur France 2. Là, c'est l'inverse. C'est vous qui êtes leur invité. Nous sommes chez eux, dans leur lycée. 10 lycéens qui sont face à vous, qui ont travaillé, qui ont préparé ces questions pendant plusieurs jours. Ils ont beaucoup de choses à vous dire, j'ai envie de vous dire. Je n'en doute pas. Vous aussi, j'imagine. Bon, oui, bien sûr. Beaucoup de réponses à leur apporter. Je vais souvent dans les lycées, les collèges et les écoles, et donc c'est un plaisir d'être dans celui-ci. Alors je vous laisse vous installer et on va d'abord vous faire une petite présentation d'une grande réforme dont on va parler ce soir. C'est la réforme du bac. Bien sûr, elle est très importante. Il y a 3 grands principes qu'on a voulu retenir et qu'on va vous présenter en images. D'abord, c'est que pour les filières générales, terminer le bac L, ES, S que vous connaissez. Maintenant, il y aura des spécialités, 3 spécialités que devront choisir les lycéens sur au total 12 matières. La deuxième grande nouveauté, eh bien, c'est ce contrôle continu. Normalement, 40% du bac, on verra que cette année, en fait, dans les faits, c'est beaucoup plus parce qu'avec le Covid, évidemment, le contrôle continu va prendre une place importante dans la note cette année. Et puis, le fameux grand oral, là aussi, c'est beaucoup de craintes, beaucoup d'interrogations sur ce nouveau format. C'est tout nouveau, 20 minutes de grand oral sur deux thèmes qu'ils auront préparés tout au long de l'année. Alors, monsieur le ministre, on va commencer tout de suite. Première partie, on l'a intitulée 2021, un bac particulier, très particulier même. Et c'est Romain, élève de terminale générale, qui va vous poser la première question. Romain, c'est à toi. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Quand je me compare à mes aînés, ils ont tous passé un bac normal. Or ici, le bac, celui qu'on va passer, n'est pas normal. Est-ce qu'on peut considérer que notre bac vaut moins que les autres? Alors, je n'utiliserai pas l'expression bac normal. De toutes les façons, même s'il n'y avait pas eu l'épidémie, vous seriez surtout dans un bac nouveau, ce qui n'est pas la même chose. Donc il faut distinguer ce qui relève du fait que vous êtes dans un bac nouveau, du fait que vous êtes ensuite dans un bac qu'on a dû aménager à cause de l'épidémie. S'agissant du fait que c'est un bac nouveau, c'est un bac que je qualifierais de meilleur que celui de vos prédécesseurs. Parce qu'il a créé en amont plus d'implication de votre part, plus d'engagement. Pour plusieurs raisons que vous connaissez d'ailleurs. Et puis d'ailleurs, peut-être vous me direz ce que vous en pensez vous-même. Mais le fait qu'on en ait fini pour le baccalauréat général, puisqu'il faudrait parler aussi du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel, et il faut bien avoir en tête qu'il y a beaucoup de catégories de baccalauréat. Mais en tout cas, s'agissant du baccalauréat général, le fait que vous n'ayez plus des séries standardisées, des couloirs, qui souvent amenaient à faire des matières qu'on n'aime pas tant que ça, mais parce qu'on était obligé de prendre tel ou tel chemin standardisé. Et donc le fait qu'il n'y ait plus ça, mais que vous ayez choisi des enseignements spécialités, 3 en première, puis 2 en terminale, tout ceci fait que vous avez davantage approfondi normalement. Mais Jean-Michel Blanquer, il vous posait également la question, Romain, c'est que 2021, c'est un bac avec beaucoup d'enseignements à distance. Est-ce que, quand on aura bac 2021 sur son diplôme, est-ce que c'est un bac au rabais? C'est un peu ce qu'il veut vous demander. Bien sûr, mais je pense qu'il faut distinguer les facteurs. Et je voudrais ensuite aborder ce qui a trait à la crise sanitaire. Mais s'agissant du nouveau baccalauréat, je considère que vous n'êtes pas dans un bac anormal, vous êtes dans un bac nouveau qu'on a voulu régénérer, tout simplement parce que vous avez plus approfondi. Vous savez, on entend souvent l'idée que, même indépendamment de la crise épidémique, que le bac, le niveau baisserait en permanence. Je prétends que la réforme est faite pour, au contraire, hausser le niveau, parce que vous avez plus approfondi, et en plus vous l'avez fait avec plus de passion, parce que c'est des matières que normalement vous avez choisies. C'est très important. On apprend bien ce que l'on aime bien. Et vos points forts, vous les avez choisis, et maintenant, au grand oral, vous allez passer sur ces points forts. Donc de ce point de vue-là, c'est un bac régénéré. Alors, deuxièmement, et c'est votre question aussi, il se trouve qu'il y a la crise épidémique et tout ce que ça signifie en termes de gêne pour tout le monde, et pour vous, bien entendu. Et là, on a été amené à faire des aménagements que vous connaissez, et qui ont conduit, comme vous l'avez dit il y a un instant, à ce que le contrôle continu pèse davantage. Normalement, c'est 40% de contrôle continu, 60% de contrôle terminal. Cette année, c'est 82% de contrôle continu, puisque on a converti les épreuves que vous auriez dû passer en mars en contrôle continu. Mais ces épreuves qu'on a transformées en contrôle continu, c'était justement vos points forts, c'était vos enseignements de spécialité. Et donc, normalement, c'est des domaines où, justement, vous avez démontré une certaine force et un certain engagement.
Donc on sait que vous êtes noté sur des choses qui sont exigeantes. Et donc ça n'est pas une dévalorisation. Par ailleurs, j'ai souhaité que vous ayez quand même une base de contrôle terminal. Et vous savez, il y avait beaucoup de pression pour avoir 100% de contrôle continu, ce qu'on avait été obligé de faire l'année dernière parce que la crise avait conduit à un confinement plus long. Mais là, cette année, on a souhaité sauvegarder cette épreuve du grand oral et l'épreuve de philosophie, précisément pour qu'on ait les avantages du contrôle continu et les avantages du contrôle terminal. On sait bien qu'il y a des vertus aux deux qui sont des vertus différentes. Et là aussi, c'est une force du nouveau baccalauréat, c'est de combiner les vertus du contrôle continu, autrement dit un travail de longue haleine, et les vertus du contrôle terminal, c'est-à-dire une objectivation à la fin de l'année, à un instant T, de vos compétences. Donc ce n'est pas un bac au rabais en tout cas, si on vous entend, Jean-Michel Blanquer. Beaucoup de gens sont tentés de dire ça. Il faut vraiment expliquer qu'au contraire, c'est un bac régénéré. Et le fait qu'il ait ce dimensionnement-là, c'est-à-dire qu'il soit plus modulaire que ceux des années précédentes, a permis la souplesse nous permettant de nous adapter aux situations très dures qui sont les nôtres du fait de la crise sanitaire. C'est important de le dire parce que après, quand on se compare aux autres pays, on est quand même un pays qui a maintenu les écoles ouvertes, chacun le sait, même s'il y a eu des demi-jauges, on va sans doute en parler, mais aussi un pays qui passe le baccalauréat alors qu'il y a des pays où c'est pas vraiment le cas. On va leur donner la parole, ils ont beaucoup de questions, ces lycéens. Questions aussi sur toutes les annonces que vous avez dû faire, échanger au fur et à mesure en fonction du contexte sanitaire. Sofiane avait une question sur ce thème justement, ces annonces que vous avez pu faire cette année. Sofiane. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour, alors Sofiane. comme on l'a dit, beaucoup d'annonces ont été faites cette année. Le 21 janvier au soir, on apprenait que les épreuves écrites de spécialité étaient annulées. Personnellement, il y a encore une semaine, j'apprenais de nouvelles choses sur le grand oral. Comment vous expliquez cette communication tardive? Parce que vous le savez, elle entraîne une incompréhension pour nous, les élèves. Alors, pendant la crise sanitaire, une caractéristique, c'est que sans arrêt, sur ce sujet comme sur d'autres, on était amené à dire des choses qui étaient relativement immédiates. Parce qu'il faut s'adapter à la situation sanitaire, justement. Prenez l'exemple de la rentrée des classes de septembre dernier. J'étais obligé de dire des choses 4 ou 5 jours avant la rentrée pour tenir compte au plus près des réalités épidémiques. Souvent, ce reproche m'a été fait, mais c'est complètement inévitable si on veut justement maintenir les écoles ouvertes, faire les examens et donc piloter au plus juste de la réalité. Donc c'est vrai que c'est désagréable. Il y a beaucoup de choses désagréables qui sont arrivées parce que les circonstances sont dures. Mais ce que j'ai souhaité faire à chaque fois, c'était, encore une fois, piloter au plus près. C'est pourquoi j'ai attendu avant de prendre cette décision qui valait pour le mois de mars. Alors c'est vrai qu'elle est prise le 21 janvier, c'est pas si brusque que ça. Et puis s'agissant du grand oral, c'est vrai qu'il a fallu aussi affiner, et c'est aussi le corollaire du fait que l'on écoute. Vous savez, il y a un comité de suivi du baccalauréat, où d'ailleurs les lycéens sont représentés, les professeurs, l'ensemble des parties prenantes, et on prend une série de décisions d'adaptation en écoutant les parties prenantes. Et comme ce sujet concerne des centaines de milliers d'élèves et en fait des millions de gens, c'est pas facile d'arriver à trouver à chaque fois la solution qui est la plus juste. Vous voyez par exemple quand il a fallu arbitrer sur le fait de faire ou pas le grand oral, de faire ou pas l'épreuve de philosophie, il y a eu, j'ai fait un comité national de la vie lycéenne avec certains de vos camarades qui se sont exprimés. Tout le monde ne disait pas la même chose et on est arrivé à quelque chose qui me semble relativement juste. Alors il y a des lycéens en filière terminale générale, d'autres en filière pro. C'est le cas de Kaina qui a justement une question sur toujours en lien avec ces communications que vous avez dû faire et adapter tout au long de l'année. Kaina. Alors déjà, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Kaina. J'aimerais savoir pourquoi la communication a été faite pour les bacs générales dès le mois de janvier, alors que nous, elle a commencé qu'à partir du mois de mai, concernant les aménagements. Étant élève de pro, nous l'avons vraiment senti comme des laissés pour compte. En fait, on est un peu mis de côté. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez me répondre en fait? J'aimerais savoir pourquoi avons-nous été mis de côté comme ça? Alors évidemment, vous n'êtes pas mis de côté, mais je comprends qu'il puisse parfois y avoir cette perception, hein, donc c'est important de se parler de ça. D'abord, la réforme de la voie pro est pour moi aussi importante, voire plus importante encore, que la réforme de la voie générale. Et c'est un peu ce que je commençais à dire tout à l'heure. La voie professionnelle, c'est très important. Je rappelle que ça concerne presque 700 000 élèves, seconde, première, terminale, sans parler des CAP. Et c'est très important pour la France. Et comme vous le savez, on a beaucoup promu ces derniers temps
et le lycée professionnel et l'apprentissage. Les deux choses s'articulent ensemble. Donc la voie pro ne doit jamais être considérée comme laissée pour compte. Ce qui est vrai, c'est que c'est plus compliqué d'en parler parce qu'il n'y a pas une voie pro, il y a beaucoup de baccalauréats professionnels avec des règles du jeu qui sont un peu différentes d'un baccalauréat à l'autre. Et donc on doit parfois faire de la communication interne précise. Et c'est vrai que les médias ont tendance à parler naturellement de la voie générale, beaucoup moins de la voie technologique ou de la voie professionnelle. Et s'agissant de la voie professionnelle, mon objectif était de la maintenir la plus normalement possible. Autrement dit, d'arriver à ce que vous puissiez passer vos examens tels qu'ils étaient prévus. Et donc, il n'y avait pas au mois de janvier à dire quoi que ce soit, puisque vous n'aviez pas d'épreuves particulières au mois de mars. En revanche, on a essayé de maintenir jusqu'au bout vos épreuves, ce que d'ailleurs on a pour l'essentiel réalisé. Et simplement, j'ai pris des mesures d'adaptation plus simples finalement, qui ont été de dire que vous gardiez vos meilleures notes dans les épreuves terminales que vous passez. Donc vous passez peut-être plus d'épreuves terminales, mais à la fin, avec un système qui est quand même fait pour ne pas vous pénaliser en gardant vos meilleures notes, au fond, sur vos points forts là aussi. C'est à chaque fois le même raisonnement, c'est de ne pas vous donner le baccalauréat comme ça, parce que ça le dévaloriserait. En revanche, c'est d'aller sur vos points forts, c'est-à-dire vos matières fortes, et ça préfigure ce qui va vous arriver par la suite, parce que, au fond, par la suite, vous allez de plus en plus approfondir vos points forts. Et donc, on veut vous donner une confiance en vous-même et une préparation à la suite plus forte. Alors, Jean-Michel Blanquer passe un peu son grand oral ce soir face à ces lycéens en direct du lycée Louis-Armand d'Aubonne. Ils ont beaucoup de questions sur le grand oral. Effectivement, c'est une partie importante de cette réforme. Hugo avait d'abord une question sur ce fameux grand oral. Bonjour monsieur. Bonjour Hugo. Alors, durant cette année de terminale, nous avons donc dû préparer l'épreuve du grand oral en présentiel. Et suite à la multitude de fermetures de classes dues à des cas de Covid répétitifs, il a donc été assez difficile et compliqué de l'appréhender. Il y a une question qui me vient en tête. Pourquoi y a-t-il eu des changements conséquents pour les épreuves de philosophie et non pas celles du grand oral ? Alors c'est vrai qu'on rappelle la philosophie, il y a uniquement la meilleure des notes entre celle du contrôle continu et celle de l'examen terminal qui sera pris en compte. Pour le grand oral, il n'y a pas eu d'aménagement particulier. On peut dire ça. Ce qui est sûr, c'est que donc, sur la philosophie, comme chacun sait, on a le choix. Enfin, il y a le contrôle continu d'une part, l'examen final d'autre part, et c'est la meilleure des deux notes qui sera retenue. Chacun doit quand même aller à l'examen final et donc s'exercer. Nous l'avons fait pour avoir la plus grande bienveillance possible, là aussi, ne serait-ce que parce qu'il y a des élèves qui ont des mauvaises notes de contrôle continu. Ils ont probablement intérêt à réussir bien l'épreuve terminale. Et puis aussi parce que je l'ai fait en pensant à vous et en me disant c'est quand même un rituel important de passer cet examen. Et dans quelques semaines, quand j'espère vous allez voir sur le tableau que vous êtes reçus, je l'espère pour chacun d'entre vous, vous saurez que vous l'avez fait en ayant traversé aussi ces rituels-là. Donc on a fait des aménagements qui sont ce qu'ils sont pour l'épreuve de philo, notamment avec quatre sujets plutôt que 3. Mais ce n'est pas si important que ça comme aménagement. Pour le grand oral, là où vous dites que c'est important, c'est parce qu'on a fait ce choix entre contrôle continu et épreuve terminale. Mais pour le grand oral, de toute façon, il n'y a pas de contrôle continu. Et le grand oral, par définition, est quelque chose de totalement différent de tout ce que vous avez fait pendant l'année. Par ailleurs, même encore dans la période actuelle, dans le cadre de vos enseignements de spécialité, vous continuez à préparer le grand oral. J'ai d'ailleurs entreaperçu tout à l'heure un reportage sur votre chaîne, je crois, qui montrait ce qui se passait quand la préparation du grand oral. Je ne sais pas si ce reportage avait lieu ici. Pas ici, mais il est effectivement diffusé sur France Info tout à l'heure. Et donc on voyait très bien ce que nous recherchons avec cet exercice, c'est-à-dire des élèves qui, encore une fois, s'entraînent sur leurs points forts. On est à l'inverse de ce qu'on appelait avant le bachotage. C'est l'exact inverse. C'est-à-dire vous avez vous-même déterminé des questions très approfondies. On n'est pas sur des questions bateau, on est sur des questions... et peut-être vous pourrez tout à l'heure donner des exemples de ce que sont les questions que vous avez choisies. Mais c'est des questions qui, normalement, vous passionnent. Deuxièmement, sont approfondies, donc correspondent à une exigence. Vont d'ailleurs intéresser sans doute votre jury, qui va passer un bon moment à vous écouter. Et puis, vous avez encore, entre maintenant et le jour de la passation, du temps pour les préparer. Et une autre idée qui est derrière tout cela, parce que tout ça est fait pour avoir du sens, c'est de vous préparer à quelque chose qui va vous être utile dans la vie, parce que cette capacité à vous exprimer, cette capacité à argumenter, c'est quelque chose qui est aussi important que votre capacité à vous exprimer par écrit,
qui, elle, va se voir dans l'épreuve de philosophie. On revient d'un mot justement sur cette épreuve de philosophie. C'est dans tout juste une semaine et Théo avait une question sur cette fameuse épreuve. Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir Théo. Comme vous l'avez dit, vous avez effectué plusieurs modifications sur l'épreuve de philosophie, mais malgré ça, vous avez quand même décidé de la maintenir. Donc, nous, beaucoup d'élèves se sentent infantilisés par cette décision en sachant que la note retenue pourra être celle de notre contrôle continu. Du coup, ma question était, pourquoi nous faire subir cela? Donc, quelle aurait été la bonne décision? C'est à vous de nous le dire. Non, parce que c'est intéressant justement, parce que à la fin, effectivement, je dois toujours en prendre une, mais je l'ai fait. Celle-là, je l'ai prise en ayant beaucoup écouté vos camarades lycéens, vos représentants au Conseil national de la vie lycéenne, et il y avait la demande très forte qui s'exprimait, hein, c'était contrôle continu. Et ce que j'ai souhaité, c'était quand même maintenir le contrôle terminal. Je ne crois pas que ce soit infantilisant. Je crois que c'était d'abord une façon de vous donner plus de chance. Ça allait encore plus loin que la proposition, puisque vous choisissez la meilleure des deux notes. Et je pense qu'au contraire, en vous faisant passer ce rituel, qui est quand même quelque chose d'initiatique, c'est important à un moment donné de passer des épreuves, c'est justement le contraire de quelque chose d'infantilisant. Et encore une fois, il y a des vertus au contrôle continu. Ceux d'entre vous qui ont eu des bonnes notes pendant l'année en philosophie doivent se sentir à l'aise et avec beaucoup de tranquillité. Ceux qui ont eu des mauvaises notes se sont en situation de pouvoir jouer toutes leurs chances en étant particulièrement bons ce jour-là. Donc je pense que c'est vraiment une décision de bienveillance, mais pas une décision d'infantilisation. Et en tout cas, vous nous dites qu'il n'y avait pas de solution et de méthode, de décision toute faite, miracle presque, pour aménager cette épreuve de philosophie. Il y a beaucoup de vos phrases tout au long de l'année, comme ça, qui ont fait réagir ces lycéens en préparant cette émission. Kaina, je crois qu'il y avait notamment un hashtag le 14 septembre qui t'avait fait réagir. Alors, monsieur le ministre, suite au hashtag du 14 septembre, vous aviez dit aux élèves de lycée et de collège de porter une tenue républicaine. Donc, qu'entendez-vous par la tenue républicaine précisément, s'il vous plaît? La fameuse tenue républicaine. Ça, en fait, je répondais à un entretien où on me demandait ce que je pensais, je crois, de ce qui s'était passé dans un lycée où le chef d'établissement avait fait des remarques sur une tenue. Et donc, on me disait, au fond, et je répondais, premièrement, il y a un règlement intérieur dans chaque établissement sur la tenue. C'est normal qu'on n'arrive pas n'importe comment dans un établissement. On ne peut pas arriver nu dans un établissement. On ne peut pas arriver couvert de la tête aux pieds sans voir le visage dans un établissement. Donc, que ce soit dans un établissement scolaire ou d'ailleurs dans d'autres lieux, il y a des règles vestimentaires. Donc il y a forcément une règle à respecter. Elle peut être très libérale, mais elle existe. Et donc il y a premièrement un règlement, et deuxièmement, il y a un chef d'établissement qui est là pour le faire respecter. Et c'est mon rôle de soutenir les chefs d'établissement dans ce contexte. Alors on me demandait dans cet entretien, au fond, quel est le critère pour les vêtements. Et je disais la chose suivante, c'est que ce qui est important, alors c'est encore plus vrai à l'école et au collège qu'au lycée, mais c'est important dans tous les domaines, c'est que la façon de s'habiller ne crée pas de discrimination ou ne crée pas d'inégalité entre les uns et les autres. Que vous soyez riche ou pauvre, par exemple, dans la capacité d'acheter des vêtements de marque, que vous soyez en situation de vouloir affirmer une supériorité ou une pression sur les autres par votre manière de vous habiller. Et au fond, ça rejoint l'esprit de la République. La République, c'est liberté, égalité, fraternité. Et donc, il est normal qu'il y ait une certaine forme d'esprit républicain dans la façon de s'habiller. Alors après, comme c'est une formule ramassée, elle a été interprétée, peut-être un peu caricaturée. Je ne sais pas si c'est une très belle formule, hein. Ce n'est pas une formule que j'avais préparée ou que je considère comme une définition des choses. Mais de façon générale, j'ai tendance à penser que l'esprit républicain, c'est cela. Et c'est important que le vêtement ne soit pas un problème, ne soit pas un sujet d'inégalité finalement, dans le système scolaire. Et rapidement, Jean-Michel Blanquer, avant de terminer cette première partie, il y avait Louisa qui avait aussi une question, un de vos propos qui l'avait fait un petit peu réagir en préparant cette émission. Louisa. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. La langue française fait partie de notre patrimoine. Comme lui, elle évolue avec le reste de la société. Alors pourquoi l'interdiction de l'écriture inclusive à l'école ? Alors, d'abord, il faut savoir ce qu'on met derrière le mot écriture inclusive. Finalement, l'idée de l'écriture inclusive, c'est notamment de s'assurer qu'il y ait une plus grande égalité homme-femme. Et ça, l'objectif de l'égalité homme-femme, on ne peut que le partager. Et par exemple, ça peut conduire à féminiser des titres. Vous voyez, par exemple,
Dans le système scolaire, il y a des recteurs. Quand c'est des femmes, c'est des rectrices. Et c'est tout à fait bon de féminiser tous les noms de métiers, par exemple. Et ça, parfois, on inclut ça dans l'idée d'écriture inclusive. Et il n'y a aucun problème avec ça. Le sujet que j'ai pointé, c'est justement ce qu'on appelle le point médian, c'est-à-dire le fait de mettre des points à l'intérieur d'un mot pour indiquer que c'est alternativement masculin ou féminin. Ça pose toute une série de problèmes. Je manquais de temps pour exposer toutes les raisons, mais déjà ça pose un problème de lecture pour les enfants, par exemple. C'est-à-dire que si vous mettez de l'écriture inclusive à un enfant de CP au moment où il apprend à lire, mais même après, au fil des années, parce qu'il faut arriver à consolider l'orthographe des enfants, vous créez une complexité supplémentaire, alors que la langue française est déjà assez complexe en réalité, et qu'on a déjà suffisamment de difficultés à ce que les enfants consolident bien leur orthographe, notamment pendant leur passage à l'école primaire. Par ailleurs, je ne crois pas qu'il faille idéologiser la langue. La langue est vivante, vous avez totalement raison, elle évolue, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, même l'Académie française, qui est par ailleurs elle aussi contre l'écriture inclusive, en tout cas contre le point médian, l'Académie française elle-même accompagne cette vitalité de la langue. Et c'est tout à fait normal. Donc bien sûr qu'elle évolue. Mais on ne doit pas s'emparer de la langue pour l'instrumentaliser. Si j'ai une cause à servir, aussi bonne soit-elle, le langage ne doit pas être un combat. On ne doit pas, autour de la langue, c'est un peu comme le vêtement finalement, avoir des conflits. On ne doit pas avoir des choses qui braquent les gens les uns contre les autres. La langue, c'est notre commun. Et ce commun, en plus, a une histoire, a une beauté. Et il faut y être très attentif. Donc c'est pourquoi, après, dans la vie courante, chacun est libre d'écrire comme il veut. On est en démocratie. Mais dans le système scolaire, alors que le but est de consolider l'usage de la langue française, ça me paraît très important. Il y a d'ailleurs en plus un risque au titre de la francophonie. Enfin, c'est pour ça que je peux vous faire un exposé d'1 heure sur le sujet, sur tous ces risques. On va passer à la deuxième partie. Par exemple, il y a d'autres langues pour lesquelles vous n'avez pas le phénomène de l'écriture inclusive. L'anglais, par exemple, aujourd'hui, personne, parce qu'il a ses caractéristiques propres, personne ne le fait. Donc ça crée une situation particulière à la langue française qui n'a pas besoin de ça, on a besoin de la consolider aujourd'hui. Alors Jean-Michel Blanquer, on continue cette émission spéciale face à 10 lycéens, on va passer à la deuxième partie plus spécifiquement consacrée à cette réforme du baccalauréat. On va peut-être revoir, on ne l'a pas vu tout à l'heure, les 3 principaux points de cette réforme. On vous en parlait en début d'émission, c'est d'abord la fin de ces filières traditionnelles L, ES, S, avec donc le choix de 3 spécialités parmi un choix de 12 matières. On va peut-être le voir s'inscrire à l'écran, ce contrôle continu qui compte en théorie pour 40%, non, on ne le verra pas ce soir, ou le fameux grand oral de 20 minutes. On en a parlé. Question de Théo justement sur ces fameuses spécialités qui ont là aussi dû être décidées et choisies par les élèves. Théo. Alors, on peut tirer des points positifs de votre réforme, mais malgré cela, on peut voir que les choix de spécialités mènent quand même à des reconstructions des anciennes filières ES, S et L. Donc, comment pensez-vous pouvoir déconstruire ces idées ? C'est-à-dire que effectivement, si un élève prend maths et physique, forcément, ça ressemble un peu à un bac S. Tout à fait. C'est évidemment une très bonne question. Et notre but n'était pas de retrouver la même chose en ayant changé. Alors, je voudrais rappeler d'ailleurs en commençant que quand on a fait cette réforme, c'est-à-dire quand on a enclenché dès 2017 les consultations pour le faire, on a consulté près de 40 000 lycéens et puis aussi d'autres acteurs. C'était un long processus, on a beaucoup écouté. Et ce que nous disaient les lycéens, c'était qu'ils avaient envie d'avoir plus de choix. Et donc, c'est le premier point clé de la réforme que de donner plus de choix aux lycéens. Donc, moi, j'aurais adoré, franchement, avoir un parcours comme le vôtre, c'est-à-dire avoir la possibilité de choisir beaucoup plus. Et je crois d'ailleurs, quand on fait maintenant des enquêtes auprès des lycéens, on a encore une grande majorité qui disent qu'ils sont contents d'avoir eu cette possibilité. Aujourd'hui, on voit que 90% des lycéens correspondent à environ 15 choix. Et donc c'est beaucoup plus que les 3, et on parle évidemment de la voie générale là. C'est beaucoup plus évidemment que les 3 types de choix qu'il y avait auparavant. Et on n'a pas tant que ça une reconstitution des filières. C'est moins de la moitié des lycéens, un peu moins, qui ont pris des combinaisons correspondant à ce qu'étaient S, ES et L auparavant. Donc un peu plus de 50% qui font des combinaisons originales. Je trouve que c'est pas un mauvais équilibre parce que évidemment rien n'interdit d'avoir rien ne va à l'encontre de l'idée que c'est mauvais d'avoir des combinaisons qui ressemblent à S, E, S et L. Mais en tout cas, ce que tout le monde commence à comprendre, c'est qu'il n'y a pas une combinaison reine. Autrefois, il y avait S et vous aviez des gens qui faisaient S parce que ça avait plus de prestige de le faire, mais pas parce qu'ils allaient ensuite faire des études scientifiques. Donc c'était un peu du gaspillage de temps pour eux et pour leurs professeurs. Aujourd'hui,
on se prépare davantage à réussir en allant vers des choses qu'on aime davantage, tout simplement, et qui créent une continuité plus cohérente avec ce qu'on fera ensuite dans l'enseignement supérieur. Donc c'est ça l'idée qui était là. Donc aujourd'hui, c'est quand même un premier succès que d'avoir une bonne partie, enfin disons une petite majorité des lycéens qui ont choisi des combinaisons originales. Pour les autres, c'est bien aussi. Et ce qui est important, c'est qu'on maintienne cette liberté et puis que ce soit un système vivant, c'est-à-dire qu'on puisse continuer à créer des nouvelles combinaisons, des nouveaux enseignements de spécialité, par exemple des nouvelles langues, ou par exemple le fait qu'on a décidé de créer pour la rentrée prochaine un enseignement de spécialité, éducation physique et sportive, pour ceux qui voudront aller vers les métiers du sport, par exemple. Donc ça crée plus de souplesse. Voilà, exactement. Autre grande réforme, effectivement, de point de cette réforme, c'est ce fameux contrôle continu, 40% en théorie de la note. Et Romain avait une question sur justement l'organisation de cette année scolaire. Les terminales devront passer une majorité de leur temps pendant des épreuves, pendant une certaine période les terminales vont devoir passer une certaine période de leur temps pendant les épreuves. Comment trouveront-ils le temps pour réviser ? Quel est l'intérêt de charger autant dans une courte période les examens ? Et qu'allez-vous retirer allez-vous laisser de même telle quelle cette réforme ? L'impression, Romain, qu'on passe un peu notre temps en train de passer des épreuves. Vous voulez dire avec ce qu'on appelle le 3C, c'est ça ? Oui. Alors, j'ai bien entendu cette critique. Alors, je voudrais rappeler l'origine. Le 3C d'un mot. Alors, E3C, ça veut dire les épreuves communes. C'est les épreuves communes que passent les élèves. Alors, je vais restituer le pourquoi. C'est toujours important, c'est ce que j'essaye de faire dans notre dialogue, de restituer le sens. Les choses ne sont pas là parce qu'un matin, je me réveille en me disant c'est formidable. Il y a évidemment beaucoup de consultations. Et puis, on cherche le sens le meilleur pour vous. Là, le sens, c'était de se dire, il y a 40% de contrôle continu, 60% de contrôle terminal. Le contrôle continu, c'est intéressant parce que ça permet de voir le travail continu, ça évite le bachotage, et ça récompense le travail permanent de l'élève. Mais quand on a fait ça, il y avait aussi des contestations pour dire oui, mais le contrôle continu, c'est plus subjectif, notamment d'un établissement à l'autre, etc. On a fait beaucoup de travail et on continue à en faire pour mieux harmoniser d'ailleurs les notations d'un établissement à l'autre. Mais ce qui est un problème d'ailleurs ancien, mais justement on essaye de résoudre mieux aujourd'hui à la faveur de cette réforme. Et alors comme certains s'inquiétaient de cette non-objectivité de la notation de contrôle continu, on avait dit 10% ce sera le bulletin et 30% ce sont des épreuves régulières qu'on appelle donc E3C. Et puis on a vu qu'il y avait des contestations de ça. On a vu aussi que dans la crise sanitaire, j'ai été obligé de les remplacer par le contrôle continu pur, si je puis dire, parce qu'on ne pouvait pas réunir tout le monde pour ces épreuves. Donc c'est vrai qu'il y a une question qui se pose. Et donc il y a une décision à prendre pour l'année prochaine. Et j'ai fait référence tout à l'heure au fait qu'on a ce qu'on appelle une commission de suivi du baccalauréat, avec des représentants de toutes les parties prenantes. Et donc dans la prochaine commission de suivi, cette question-là va être posée, et on va voir ce que l'on fait. À mes yeux, c'est très important de garder 40% de contrôle continu, pour les raisons qu'on a déjà dites, mais la manière de le faire doit probablement évoluer pour tenir compte de ce qui s'est passé. Donc peut-être des aménagements après cette année zéro un petit peu de la réforme du bac. Justement, le contrôle continu, Hilary, il y avait une question, une interrogation à ce sujet. Alors bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Hilary. Comment expliquer l'écart de notation entre les différents établissements et les professeurs, sachant qu'une grande partie du baccalauréat repose sur le contrôle continu? Alors c'est une grande et bonne question. C'est la question fondamentale du contrôle continu. Une question qui d'ailleurs est ancienne, parce qu'au-delà de la réforme du bac, depuis toujours on pose ce problème-là. Et rappelons que avant la réforme du baccalauréat et avant Parcoursup, de toutes les façons, une bonne partie des élèves avaient leur sort déterminé par le contrôle continu de leur établissement, puisque leur dossier partait vers les établissements d'enseignement supérieur, qui les admettaient ou pas, et souvent sur la base du contrôle continu, et donc de la notation de l'établissement. Donc la réforme du bac et Parcoursup, qui sont deux sujets articulés, est une occasion de mettre sur la table cette question et de s'améliorer sur ce sujet. Vous savez que l'évaluation, c'est même une science, ça s'appelle la docimologie. Il y a des bibliothèques entières écrites sur ça pour savoir comment objectiver une évaluation, comment objectiver une notation. C'est un sujet extrêmement important parce que c'est grâce à ça qu'on peut améliorer beaucoup de choses, puisque à partir de l'évaluation, on a un impact sur la façon dont on se prépare à un examen et la façon dont les choses sont faites. Et puis bien sûr, c'est un enjeu de justice évident.
Donc, la réforme du baccalauréat était l'occasion de créer des commissions d'harmonisation et de créer des documents de référence, que d'ailleurs tout le monde peut consulter, qui sont pour les professeurs, qui sont faits pour que, en amont de la notation, les professeurs aient des éléments d'objectivation de leur notation. On l'a fait l'année dernière, quand le baccalauréat a été en contrôle continu, et on va continuer à le faire cette année. Alors, il y a toujours eu des commissions d'harmonisation du baccalauréat, mais là, ça se passe encore plus en amont et de manière encore plus approfondie. Et on voit déjà de premières évolutions. Vous avez par exemple des établissements qui avaient l'habitude de noter très sévèrement, qui notent moins, parfois des établissements d'ailleurs plus recherchés, comme on dit, et qui pensaient qu'en notant sévèrement, c'était une sorte de signe de qualité. Eh bien, ces établissements révisent un peu maintenant leur notation sévère. Non pas pour que tout le monde ait 20, ce serait absurde, mais que pour qu'il y ait une plus grande harmonie entre tous les établissements. Donc je pense que progressivement, je ne dis pas que les choses sont parfaites en matière d'évaluation, elles ne le sont d'ailleurs jamais, mais en tout cas on a une convergence et une objectivation qui progresse. Jean-Michel Blanquer, il y a plein de nouvelles matières dans cette réforme du bac, vous nous en avez parlé. Claire avait une interrogation parce que peut-être qu'effectivement elle aurait souhaité qu'il y ait d'autres matières, en tout cas, qui lui permettent un petit peu d'appréhender le monde qui s'annonce devant elle. Claire. Oui, alors, comment mieux s'informer sur la politique, étant donné qu'à l'école, on est peu informé sur le sujet, en dehors évidemment de la spécialité histoire géopolitique, sciences politiques que tout le monde ne prend pas, oui, voilà. C'est ça, le côté comment s'informer sur effectivement l'information, décrypter l'information et notamment l'information politique, c'est une question qui revient beaucoup aussi. Alors ça, c'est là aussi, enfin toutes les questions sont importantes d'ailleurs, c'est toutes des bonnes questions et ça vaut d'ailleurs pour la voie générale, technologique et professionnelle. Bon, ça nous renvoie à tout le système scolaire d'ailleurs parce que... Pas uniquement en terminale, ça peut être oui, bien sûr, parce que par exemple quand j'insiste sur les savoirs fondamentaux à l'école primaire, c'est-à-dire lire, écrire, compter, respecter autrui, on est en réalité déjà sur ce sujet-là, parce que si on ne maîtrise pas bien la lecture, on est déjà dans une difficulté pour appréhender la vie en général, la vie en société et donc les enjeux politiques. Ensuite, c'est le sujet aussi de l'histoire, de la géographie et de l'éducation civique et morale que nous avons renforcée. Ce matin, je parlais avec nos ambassadeurs français en Europe sur les enjeux de la prochaine présidence française de l'Union européenne, par exemple, pour vous donner un exemple. Et une des initiatives que la France a prises dans les 2 dernières années a été d'avoir un observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe. Parce que, par exemple, vous avez des pays où carrément on n'enseigne plus l'histoire. Et donc, il est très important, si on veut préparer l'avenir du monde en général, de s'assurer qu'il y ait de plus en plus, non seulement d'éducation, mais d'éducation en histoire et en éducation civique. Sinon, on aura un grand problème de citoyenneté dans les temps à venir. Ensuite, votre question, elle renvoie aussi à l'engagement des élèves, et en particulier dès l'âge du collège, mais c'est même vrai au primaire, la possibilité de savoir s'investir, d'apprendre à s'investir dans des causes d'intérêt général. Le risque que nous courons dans nos sociétés, c'est en grande partie l'individualisme, le repli sur soi, le fait de ne penser qu'à soi-même, à son nombril, à des choses qui finalement qui ne nous dépassent pas. Or, le besoin que vous éprouvez, notamment quand vous entrez dans l'adolescence et ensuite, c'est de s'engager dans plus grand que soi. C'est pourquoi on a maintenant les éco-délégués, c'est pourquoi le secourisme, les pompiers, toute une série de structures sont partenaires de l'école pour permettre cela. C'est un des éléments de réponse. C'est comme ça qu'on développe aussi le service national universel, le service civique, bref, des choses ultra concrètes pour qu'il y ait de l'engagement. D'autres pays que le nôtre font mieux que nous en la matière. Et donc, on veut progresser sur ce sujet. C'est aussi pour ça que je suis ministre de la Jeunesse, en plus de l'Éducation nationale et des Sports, parce que c'est le partenariat avec le monde associatif, l'engagement des jeunes. Et puis, pardon, je suis un petit peu long, hein, mais c'est pour répondre précisément à votre question. Dans le cadre de la réforme du lycée, on a renforcé l'enseignement de l'histoire-géographie, parce qu'elle est à la fois dans le tronc commun, et puis dans un choix que vous pouvez faire en prenant notamment l'enseignement de spécialité auquel vous avez fait référence. Donc quelqu'un qui a envie d'aller très loin, il peut avoir les 3 heures de tronc commun, il peut avoir les 6 heures d'enseignement de spécialité, histoire, géographie, sciences politiques, géopolitique. Il peut même prendre une option qui s'appelle droit et grands enjeux du monde contemporain. Donc ça fait plus de 10 heures en tout par semaine de vraiment approfondir. C'était des choses qui n'existaient pas auparavant. Jean-Michel Blanquer, je vous disais que dans ce lycée Louis Armand à Aubonne, il y a des filières générales, il y a aussi des filières professionnelles. C'est le cas de Yanis qui avait une question effectivement liée à l'enseignement des langues étrangères. Effectivement, il est en pro-vente, c'est ça Yanis? C'est ça exactement. Donc tout d'abord, bonjour. Moi j'avais une question, comme l'a dit
notre cher journaliste, c'est pourquoi dans la filière vente et même dans la filière professionnelle, les langues vivantes, principalement l'anglais, n'est pas le plus poussé alors que c'est quelque chose de principal et de capital pour nous étant futurs étudiants et vendeurs. Donc voilà ma question. Alors là aussi, très bonne question, et c'est particulièrement vrai pour le bac pro-vente. D'abord, bravo d'être en bac pro-vente, parce qu'il y a besoin de commerciaux en France, et normalement vous allez trouver un métier assez aisément dans les temps qui viennent. En tout cas, je vous le souhaite. Merci. Et vous avez raison de dire qu'en vente, les langues, c'est important. L'anglais, en effet, et puis d'autres. Alors là aussi, plusieurs réflexions. Et premièrement, là aussi, c'est un sujet qui nous renvoie à l'amont. C'est-à-dire que dès l'école primaire, quelle que soit la filière qu'on prendra ensuite, c'est important d'acquérir une première langue vivante. Souvent, ça va être l'anglais, ça peut être une autre, et c'est ce que nous accentuons actuellement. De façon ensuite à en consolider une seconde lorsque l'on est dans l'enseignement secondaire. On n'y est pas encore tout à fait, mais on a un plan langue pour aller dans ce sens. Et cet objectif, d'ailleurs, le président de la République l'a dit de manière très prioritaire lorsqu'il a fait un discours à la Sorbonne en 2017 sur éducation et Europe. Et donc, apprendre deux langues, c'est fondamental. Ensuite, s'agissant du bac pro en particulier, ça nous renvoie à deux sujets. D'abord, que vous ayez non seulement dans l'enseignement de langue, mais l'enseignement en langue. Ça existe déjà dans certains lycées professionnels, donc que certaines de vos matières puissent s'enseigner en anglais dans l'exemple que vous donnez. Et ça, c'est quelque chose dont on va ouvrir la possibilité de plus en plus. Et puis deuxièmement, tout en consolidant la maîtrise du français, parce qu'aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, on a besoin même à l'âge du lycée de consolider ça. Et puis deuxièmement, votre mobilité. Et là aussi, c'était dans ce discours de la Sorbonne du président, c'est-à-dire la possibilité en développant Erasmus, que ce soit désormais ouvert beaucoup plus aux lycéens professionnels et aux apprentis. Et donc ça, c'est quelque chose qui est déjà en train de se mettre en place. C'est-à-dire des lycéens comme vous, mais ce sera peut-être vrai aussi si vous poursuivez, par exemple en BTS, auront plus d'opportunités d'aller à l'étranger. Donc, vous voyez, je faisais référence à une discussion avec les ambassadeurs européens tout à l'heure. Une des choses dont je discutais avec eux, c'est comment jumeler des campus professionnels, donc par exemple un lycée comme le vôtre, avec des campus professionnels en Allemagne ou dans d'autres pays d'Europe, de façon à vous permettre d'avoir des expériences à l'étranger, parce que ça aussi, ça va beaucoup vous servir. Et on sait bien qu'en matière de langue, avoir des séjours linguistiques, c'est essentiel. Jean-Michel Blanquer face à 10 lycéens en direct pour cette émission spéciale. Avant de passer à la dernière partie, Monsieur le Ministre, deux petites questions. Peut-être d'abord celle d'Antoine qui s'interrogeait effectivement cette crise sanitaire. Il y a eu beaucoup de cours à distance, beaucoup de changements. Et Antoine avait une petite question là-dessus. Est-ce qu'au-delà de la crise sanitaire, il faut s'attendre à une intégration du cours en distanciel dans le secondaire et dans le supérieur? Merci beaucoup. C'est-à-dire de manière pérenne, au-delà de cette crise. Exactement. Effectivement. Écoutez, je ne vais pas dire à chaque fois que c'est une très bonne question, mais je le pense. Donc, parce que là, on est vraiment, je suis vraiment heureux. Merci de l'invitation, parce que on a d'abord c'est avec des lycéens, 2, on a du temps, et 3, vous m'autorisez à répondre un peu longuement, et je pense que c'est important parce qu'on est sur des sujets clés. Alors, l'enseignement à distance est une expérience qui s'est beaucoup développée évidemment à l'occasion de la crise sanitaire, mais avec des conséquences qui vont un peu dans différentes directions. La première, c'est que ça nous a fait réaliser à tous, à toute la population et dans le monde entier, qu'au fond, l'enseignement en présence, c'était irremplaçable. Et d'une certaine façon, vous aviez parfois des théories pour dire que l'école allait disparaître au XXIe siècle ou au XXIIe siècle parce que, avec le développement d'Internet et des ordinateurs, la classe classique deviendrait de plus en plus inutile. On se rend compte que c'est faux, qu'on a besoin du contact humain, qu'on a besoin de se retrouver, qu'on a besoin de professeurs en chair et en os, et que bien sûr le travail de ce professeur il évolue avec le temps, avec notamment justement l'ordinateur et toutes les possibilités numériques, mais néanmoins rien ne remplace un être humain, en l'occurrence un professeur, un professionnel qui vous accompagne, et donc d'une certaine façon la période sanitaire elle nous enseigne aussi que cet enseignement en présence il est clé. Elle nous montre aussi que l'enseignement à distance, ça peut être très utile et très complémentaire. Et qu'il n'est pas tellement là pour remplacer l'enseignement en présence, mais plutôt pour le compléter ou pour ajouter quelque chose. Ça existait déjà un petit peu avant, mais maintenant, ça va se renforcer. Alors la France a une institution importante qui s'appelle le CNED pour l'enseignement à distance. C'est un atout que nous avons. Mais il y a aussi toutes les pratiques. Vos professeurs ont beaucoup changé depuis 1 an et demi parce que certains étaient avant-gardistes en matière numérique, mais pas d'autres, et ils s'y sont mis. Ils s'y sont bien mis, il faut d'ailleurs les en remercier. Et donc aujourd'hui, ça fait partie de leur palette de compétences vis-à-vis de vous.
Par ailleurs, maintenant, on a des cours qui sont enregistrés, qui peuvent venir en appui, et les professeurs peuvent vous indiquer des ressources supplémentaires, c'est ce qu'ils font. Et donc, on a, en quelque sorte, un potentiel qui s'est élargi. Mais on ne va pas remplacer l'enseignement en présence par de l'enseignement à distance. Ça a quand même été une année, Monsieur le Ministre, évidemment très particulière pour tous les élèves. Claire avait une question, on avait prévu un peu plus tôt, qui va vous la poser effectivement sur cette solution et la façon dont vous l'avez vécue un petit peu cette année. Oui, donc dans le cas où à la rentrée, en fait, la situation sanitaire se dégrade, est-ce qu'il y a des solutions aux problèmes que les étudiants ont vécu cette année, comme le décrochage scolaire, la détresse psychologique et aussi la précarité? Alors, bon, premièrement, évidemment, nous espérons évidemment tous que nous avons vécu le plus dur et que nous allons maintenant vers des choses meilleures, bien sûr, notamment avec la vaccination qui se généralise et quelques autres facteurs qui fonctionnent. Je vous répondrai surtout sur l'école, le collège et le lycée, puisque je ne suis pas ministre de l'enseignement supérieur, même si, s'agissant des BTS et des classes prépa, le fait que ça se passe en lycée est évidemment un sujet qui me concerne. Mais en tout cas, comme vous l'avez sûrement vu, depuis le début de la crise, depuis mars 2020 en particulier, je suis vraiment mobilisé au maximum pour que vous puissiez revenir à l'école et que la présence soit la plus forte possible. C'est évidemment très désirable. Et la France a fait des choix, sous la houlette du président de la République et du Premier ministre, des choix assez originaux comparés au reste de l'Europe et du monde, dont on voit aujourd'hui a posteriori qu'ils ont été les bons choix. Parce que cette détresse psychologique dont vous parlez, elle est bien réelle, mais elle est encore plus forte dans les pays étrangers parce qu'il y a eu des confinements qui ont duré beaucoup, beaucoup plus. Ce qui est très grave d'ailleurs, et qui devra maintenant faire l'objet d'une très grande attention pour rattraper tout cela et remettre tout le monde dans un bain de normalité dans le fonctionnement de la vie sociale. Donc bien sûr que je continuerai à être extrêmement mobilisé pour que nous assurions au maximum la présence physique à l'école, au collège, au lycée, et ce raisonnement vaudra sans doute aussi, bien sûr, pour l'enseignement supérieur. Donc concrètement, ça veut dire que ça restera ça l'objectif fondamental, on va aller le plus possible vers ça. Deuxièmement, je suis plutôt optimiste sur le fait qu'on ne devrait plus être dans des systèmes de demi-jauge ou d'alternance présentielle-distance, même si je ne peux pas en être sûr. Troisièmement, ça signifie qu'au début du mois de juillet, on aura un nouveau protocole sanitaire, comme on l'avait fait en juillet 2020, qui donnera un petit peu l'ensemble des scénarios possibles en fonction de la situation sanitaire. Et puis à la fin du mois d'août, alors forcément ce sera un peu ajusté à la réalité qu'on constatera à ce moment-là, on dira où on est. Mais par exemple, j'espère bien qu'on pourra ne plus avoir les masques au moins à l'école primaire. Mais au moment où je vous parle, je ne peux pas en être sûr. C'est un exemple. Mais en tout cas, la priorité absolue en cette matière, c'est la jeunesse, donc les enfants, les adolescents, les jeunes, et c'est qu'ils puissent être en présence dans leur formation. Jean-Michel Blanquer qui passe un peu son grand oral ce soir, en tout cas face à ces 10 lycéens, émission spéciale sur France Info en plus de 20 minutes où ça dure 1 heure chez nous, le grand oral. Donc 10 lycéens qui ont beaucoup de questions à vous poser. Évidemment, ils vont passer leur bac dans des conditions particulières cette année, cette réforme du bac dont on a beaucoup parlé. Maintenant, il y a la suite, il y a le fameux Parcoursup pour s'inscrire évidemment dans leurs études supérieures. Hugo avait une question effectivement et peut-être une situation personnelle qui concerne vraiment son cas, ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Hugo. Alors pour amorcer le sujet sur Parcoursup, je vais parler de manière un peu plus personnelle pour un sujet qui me concerne. Je suis dans une situation où je panique un peu parce que la plupart de mes vœux sur Parcoursup sont encore sur liste d'attente et je pense que c'est une situation que beaucoup de lycéens en France partagent. Les universités, quant à elles, ne font pas figurer les spécialités qui sont les plus à même à suivre le parcours qui est proposé. Je me demandais alors comment mieux informer les futurs lycéens et les élèves de seconde à mieux choisir leur spécialité et surtout les informer sur la pertinence du choix de ces spécialités et comment réduire d'une certaine manière l'opacité des critères de sélection dans le domaine supérieur. Juste pour compléter, Hugo, effectivement, je pense que tu n'avais pas choisi exactement les spécialités qui auraient été les bonnes. Peut-être avec le recul, tu ne ferais pas les mêmes choix. C'est important de le préciser parce que ça arrive évidemment à beaucoup de lycéens. Quelles sont vos spécialités ? Histoire, mathématiques et anglais. Donc c'est pas des spécialités qui vont se ressembler. C'est vrai que cette nouvelle réforme, elle va apporter quelque chose de nouveau, une multitude de matières et de spécialités. Maintenant, voilà, je pense qu'il faudrait mieux aiguiller dès la fin du collège pour l'intermédiaire entre le collège et le lycée, les nouveaux étudiants qui arrivent au lycée, de manière à ce que les choix soient plus
c'est des choix cruciaux, du coup, que les choix soient mieux faits. Est-ce que vous avez eu au moins un de vos choix sur Parcoursup là? Pour l'instant, non. Pour l'instant, vous n'avez pas de réponse? Pour l'instant, non, et c'est quelque chose que beaucoup de lycéens en partagent. On est vraiment tous dans la même situation à peu près. Alors, heureusement, pas complètement, parce que complètement, bien sûr. vous avez 500 000 lycéens qui ont, je crois que c'est autour de 500 000 au moment où je vous parle, qui ont eu un vœu, donc c'est à peu près 8 sur 10 ont au moins un de leurs choix. Oui, mais après, il faut le vœu qu'on veut réellement, en fait. Il faut le vœu que l'on désire. Sur les 10 vœux, je pense qu'il n'y en a pas 10 que l'on veut pertinemment. Il y en a forcément un où ça va être un peu plus le choix de prédilection. Du coup, oui, bien sûr, je comprends. Et alors, là aussi, beaucoup de choses à dire par rapport à une question aussi profonde. Alors, je suis vraiment d'accord avec l'inspiration de votre question. C'est-à-dire que ce qui est très important et qu'on a cherché à faire, aussi bien avec la réforme du baccalauréat qu'avec la réforme de Parcoursup, c'est de faire que l'orientation ne soit pas à un moment soudain et tardif, mais que ce soit quelque chose en continuum, préparé dans la durée. Puisque la plupart des élèves, et c'est bien normal, à l'âge du collège et même à l'âge du lycée, ne savent pas très très bien ce qu'ils veulent faire après. Parfois ils savent, et tant mieux pour eux, mais souvent ils ne savent pas, et ça ne doit pas être considéré comme quelque chose de grave. Et en fait, la plupart du temps, un élève, il ne sait pas le métier qu'il veut faire, il n'en est pas sûr en tout cas. En revanche, il sait ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Même si ça peut évoluer dans le temps, mais enfin, en général, des matières qu'on aime beaucoup, puis il y a des matières qu'on aime moins. Et c'est un peu l'idée, c'est d'amener à progressivement exprimer des choix. Le système qu'il y avait auparavant était très souvent un système beaucoup plus lié au hasard. C'est-à-dire qu'au fond, on s'inscrivait dans un couloir, s'agissant du baccalauréat général, mais c'était vrai aussi du baccalauréat technologique ou professionnel. Et puis, on ne savait pas trop bien ce qui arriverait après la terminale. C'est une question qu'on ne se posait pas tellement. Et puis après, il y avait une part de hasard aussi dans ce qui se passait ensuite. Et il y avait auparavant le système APB, et même avant ça, le système que par exemple j'ai connu, était un système où vous faisiez la queue à l'université, vous vous leviez à 4 heures du matin pour être dans les premiers à porter votre dossier. C'était un système complètement empirique. On a essayé de faire un système plus rationnel et meilleur pour vous, qui est un système donc, qui vous amène à réfléchir le plus en amont possible à votre orientation. Si vous allez par exemple sur le site Horizon 2021 qui est relié au site Parcoursup, vous voyez bien les différentes catégories de métiers qui peuvent exister et puis les types de spécialités qui vous amènent à ces métiers. Heureusement, c'est pas linéaire, c'est pas il faut à tout prix avoir fait ça, ça et ça pour ensuite faire ça. Très souvent, c'est une série de choses qui mènent ensuite à des études supérieures et éventuellement à des métiers. Et c'est ce continuum qui est la logique d'arrière-plan. Donc c'est vrai que nous demandons aux établissements d'enseignement supérieur d'expliciter les enseignements de spécialité qu'ils désirent. Et on leur demande de ne pas mettre une seule combinaison, mais de montrer qu'il y a plusieurs combinaisons possibles. C'est plus ou moins le cas, mais dans la grande majorité des cas, ils le font. Tous ne jouent pas le jeu pour l'instant, tous les établissements d'enseignement supérieur. C'est un peu normal que ça ne se passe pas tout du premier coup, mais quand même, quand vous allez sur le site Parcoursup, et chacun peut le faire, d'aller sur le site Parcoursup, vous voyez bien quand même que de plus en plus d'établissements ont joué le jeu. Il peut y avoir des exceptions, je reconnais. Mais surtout, je comprends complètement ce que vous dites, et je comprends que ce soit un peu inquiétant pour vous de vous dire voilà, on est le 10 juin et je ne sais pas encore ce que je ferai l'an prochain. Bon, pour plusieurs de vos camarades, c'est pas le cas, et tant mieux pour eux. Et pour vous, je suis assez sûr que dans les 10-20 jours qui viennent, vous allez avoir, puisque chaque matin c'est renouvelé, un vœu qui va tomber et qui va correspondre à vos désirs. Et la garantie que nous donnons, c'est qu'à la fin, une proposition au moins est faite à chacun. Donc Hugo aura une proposition de toute façon à la fin au moins. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez ce qu'on appelle les commissions rectorales. Donc puisque pour que ce soit bien clair, mais ça, je pense que vous le savez bien, vous avez eu depuis fin mai les réponses à vos vœux. Parfois ça y est, ça marche. Et puis ensuite, dans la période actuelle, tous les jours c'est renouvelé pour avoir d'autres vœux. Et puis après, il y a les commissions rectorales pour ceux qui seraient encore éventuellement sans solution. Quelques questions, on va essayer de répondre vite pour pouvoir toutes les prendre. Hilary, qui avait une petite question sur certains établissements qui ont des arguments particuliers à faire valoir sur Parcoursup. Alors, que pensez-vous des établissements qui utiliseraient l'argument 100% présentiel pour favoriser leurs élèves sur Parcoursup? Ceux-là n'auront-ils pas l'égalité républicaine?
C'est-à-dire que certains disent, nous, tous nos cours ont été en présentiel, alors que certains sont en distanciel. La plupart sont en distanciel, ont un parti dans tous les établissements. C'est vraiment un argument qui n'est pas recevable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retenir un argument comme ça. Un établissement d'enseignement supérieur ne doit pas retenir un argument comme ça, ne serait-ce que parce que le fait d'avoir été 100% en présence n'est pas spécialement une garantie de qualité. Vous avez des établissements qui ont organisé l'enseignement à distance et l'enseignement en présence de telle façon que ça a même été une garantie de qualité. L'exemple typique, c'est quand vous avez des demi-groupes qui ont permis d'approfondir davantage, tandis que des élèves qui, eux, étaient restés à distance pendant que les autres étaient en demi-groupe, étaient beaucoup plus en autonomie et donc ont développé des compétences fortes, qui sont celles qu'on attend dans l'enseignement supérieur. Donc le fait d'avoir été en demi-jauge n'est pas du tout un indicateur de faiblesse. Mais qu'est-ce que vous répondez à ces établissements qui, effectivement, mettent cet argument en avant? Ça existe. Ils ne doivent pas le faire, et à la limite, je dis aux établissements d'enseignement supérieur d'entendre ce que je viens de dire, et donc de regarder, notamment, c'est de toute façon au cas par cas, élève par élève. Mais il y a beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur qui sont extrêmement attentifs à, disons, ne pas se laisser faire par des arguments superficiels. Justement, comment l'établissement, comment les notes vont être jugées? Antoine avait justement une question là-dessus. Moi, ma question, c'est comment s'assurer que la réputation des établissements d'origine des lycéens n'est pas prise en compte sur Parcoursup? Alors, cette question n'est pas une question propre à Parcoursup, c'est-à-dire que ce sujet existait avant. C'était déjà le cas dans l'ancien système. Et c'est vrai d'ailleurs dans le monde entier. C'est-à-dire, voilà, on a un parcours, on est évalué par un établissement d'enseignement supérieur pour vous prendre ou pas prendre, et on étudie qui vous êtes et éventuellement le contexte dans lequel vous étiez. Nous avons une politique volontariste pour qu'il y ait la plus grande équité sociale sur ces sujets, et notamment pour qu'il y ait plus d'élèves boursiers qui soient pris. Donc ça a déjà un effet, on est passé, je crois, de 20 à 25% d'élèves boursiers dans les filières sélectives, et l'objectif est vraiment celui-là. Par ailleurs, vous le savez, il y a des établissements d'enseignement supérieur qui volontairement vont chercher davantage dans les établissements où il y a plus d'élèves boursiers leurs futurs étudiants. Pas seulement pour avoir une politique sociale, mais parce qu'on veut avoir une diversité de profils. Et la réforme du baccalauréat crée ce contexte-là. Pas de hiérarchie des filières, comme on l'avait avant, mais véritablement une possibilité de regarder chaque élève en fonction justement des choix qu'il a fait. Et d'ailleurs, dans votre grand oral, vous allez être amené à parler de ça. Pourquoi vous avez fait des choix? On vous responsabilise, on vous désinfantilise, on vous dit, au fond, vous avez pris 3 enseignements spécialités, puis 2, pourquoi? Au fond, vous avez choisi ces 2 questions au grand oral, pourquoi? Quel rapport ça a avec votre idée du futur? Non pas parce qu'on attend de vous que vous sachiez tout sur votre futur, ce serait absurde, mais parce qu'on attend de vous que vous ayez réfléchi à ces questions et que vous disiez quelque chose qui vous correspond sur ces questions. Et donc, la question de l'établissement où vous étiez n'est en aucun cas le sujet principal. Et les établissements d'enseignement supérieur ont un intérêt à jouer ce jeu-là. Parce qu'en fond, les meilleurs dans le futur, établissements d'enseignement supérieur, seront ceux qui auront justement su jouer le jeu d'une diversité de profils, d'une diversité de provenance, parce que c'est cette mixité qui crée la qualité. Justement, Louisa avait une question là-dessus, sur la façon dont les choix qu'ils vont devoir faire, ce qu'ils ont déjà fait, mais sur leur spécialité, va être pris en compte. Le choix des spécialités est aussi un choix qui favorise notre créativité. Alors, comment faire reconnaître par les universités la richesse de nos compétences acquises au-delà des savoirs attendus? Alors, c'est une très bonne question, et elle montre l'effet de miroir entre la réforme du baccalauréat et la réforme Parcoursup. Parce qu'elle montre que beaucoup de choses sont conditionnées par l'aval en matière d'éducation. C'est-à-dire, par exemple, le baccalauréat conditionne beaucoup de choses vers l'amont. Puisque, par exemple, quand on fait le grand oral, le fait qu'il y ait le grand oral, ça envoie un signal à tout le système scolaire, le lycée, le collège, l'école élémentaire, la maternelle, sur l'importance de savoir s'exprimer à l'oral. Et c'est quelque chose qui se joue à partir de l'école maternelle. Idem pour l'enseignement supérieur. Ce qui se passe dans l'enseignement supérieur a un impact sur vous. Mais ce que vous faites a un impact sur l'enseignement supérieur. Et au fond, le message qu'on a envoyé à l'enseignement supérieur, c'est que c'était bon d'en finir avec des cohortes standardisées et d'avoir une approche beaucoup plus personnalisée du parcours de chacun. Prenons l'exemple des études scientifiques, par exemple des études de médecine. Certaines facultés de médecine, maintenant, disent que c'est important d'avoir non seulement des compétences scientifiques, mais aussi des compétences en sciences humaines, parce que de très bons médecins sont, par exemple, des médecins qui ont fait du grec, parce que ça développe un type de raisonnement. Simplement, s'ils pensent ça, il faut qu'ils le disent, qu'ils l'explicitent, pour que les élèves le sachent à l'avance. Mais on arrive donc à quelque chose de beaucoup plus
personnalisé, et vous voyez la culture des établissements d'enseignement supérieur évoluer. Prenez les grandes écoles, par exemple. Elles ont des concours. Ces concours, ils sont en train d'évoluer, et les classes prépa elles-mêmes évoluent, pour tenir compte de la réforme du baccalauréat, et dans un sens d'ailleurs qui non seulement tient compte plus de la personnalité de chaque élève et de son parcours, mais aussi du fait qu'on a augmenté les exigences, et c'est une bonne chose. Je prends l'exemple du programme de physique-chimie. On avait, avant la réforme, beaucoup de témoignages de l'enseignement supérieur disant que les programmes étaient trop légers, que les élèves avaient un niveau plus bas que quelques années auparavant. Eh bien, on a renforcé les programmes de physique-chimie, on les a rendus plus exigeants. Et je trouve ça bien, parce que ça signifie qu'on dit aux élèves, choisissez ce qui vous passionne, en l'occurrence, ça peut être physique-chimie, et si ça vous passionne, c'est que vous êtes plus capable d'approfondir. Et donc, c'est l'idée de rehausser le niveau de chacun. Donc, 2 idées clés, c'est personnaliser davantage le parcours, c'est lié à l'idée de liberté, mais deuxièmement, c'est aussi, on approfondit plus, puisqu'on aime plus ce que l'on fait, et ça, c'est l'idée de hausse du niveau. Jean-Michel Blanquer, ça fait près d'1 heure que vous répondez aux questions de 6 lycéens depuis ce lycée Louis-Armand à Aubonne. Alors justement, il y avait Sofiane qui avait une petite question sur maintenant la suite de cet entretien. Monsieur le ministre, cet après-midi, nous avons pu échanger avec vous pour exprimer nos ressentiments par rapport à votre réforme. Or, bien que nous soyons jeunes tous ici, on sait que la politique, elle repose aussi sur beaucoup de communication. Et on sait aussi que l'élection présidentielle, elle approche. Alors comment aujourd'hui, vous pouvez nous assurer que notre débat, celui qu'on vient d'avoir, va avoir des répercussions, va avoir une suite et qu'il enrichira votre réflexion et votre vision politique? Alors, excellente question aussi. D'abord, c'est bien qu'il y ait des élections. On doit toujours se dire, heureusement qu'on a des élections et qu'on est tous défiés par cela. C'est la démocratie, c'est la République. Réjouissons-nous de ça. C'est quelque chose qui ne va pas de soi. C'est quelque chose qui est malheureusement pas la réalité dans le monde entier. C'est quelque chose de précieux. C'est déjà mon premier message. Il est très très simple. Il rejoint votre question de tout à l'heure sur le civisme, la citoyenneté, la politique. Ce sont des choses nobles, importantes. Et c'est la vitalité de notre vie collective. Et donc, oui, il y a des élections. D'ailleurs, les élections bientôt régionales, départementales. Ensuite, les élections présidentielles. Et tant mieux qu'il y ait du débat, de la confrontation. On doit se réjouir de cela dès lors qu'il y a du respect de tout le monde. Ensuite, je tiens à vous dire que chaque fois que je vais dans des établissements, là il se trouve que c'est télévisé, mais je vais plus d'1 fois par semaine dans les écoles, les collèges, les lycées, même si je l'ai fait un peu moins pendant la période de crise sanitaire, je me régénère grâce à ça. Moi, chaque fois que je suis un peu lassé par certaines choses, si j'ai envie de me revigorer, je vais faire ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire parler avec les élèves, les professeurs, les personnels, vivre ce que vous vivez, entendre ce que vous avez à dire, parce que j'en ai besoin. Alors, parfois c'est fait de manière organisée, comme dans ce comité de suivi du baccalauréat dont j'ai parlé, mais c'est aussi dans ce cadre-là. Donc, vous pourrez juger les choses à cette aune, c'est-à-dire, par exemple, vous voyez, tout à l'heure, il y a eu une question sur le contrôle continu, j'ai répondu, on verra dans le cadre du comité de suivi du baccalauréat. Mais le fait que vous me posiez cette question, je l'entends. Et dans le comité de suivi, d'autres personnes que vous vont relayer ça, dire leurs propositions. Mais tout à l'heure, je vous ai aussi demandé, dans une autre question, mais ça aurait été quoi la bonne solution? Parce que on ne peut pas être que critique, il faut aussi évidemment être dans les propositions. Et je rappelle que la réforme du baccalauréat, elle est le résultat de propositions venues du terrain. Et des remarques aussi que peuvent vous faire les élèves. Et la posture que je demande à chacun, et a fortiori aux jeunes, c'est de se dire, c'est quand même bien une innovation. Il ne faut pas chercher le changement pour le changement. Mais parfois dans notre pays, il y a trop de forces qui toujours pensent que le changement, c'est pas bon. Parfois, c'est bien aussi de réussir à préserver des choses importantes. Tout à l'heure, j'ai parlé du grec et du latin, on en a besoin. Mais parfois, c'est important d'être dans une attitude ouverte vers l'innovation. Et là, on a une superbe innovation. Moi, j'aurais rêvé avoir un baccalauréat comme celui-là, parce que basé beaucoup plus sur la liberté et la passion. Et donc, je pense que c'est une chance. Maintenant, est-ce que les choses sont parfaites? Certainement pas. C'est pour ça qu'on va essayer de continuer à les améliorer. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer d'avoir accepté cette première émission en direct face à 10 lycéens. J'ai envie de leur dire bravo surtout à eux, parce que c'est pas simple d'interviewer un ministre de l'Éducation nationale en direct comme ça, même si ça se passe dans leur lycée. C'est un entraînement grand oral aussi. Oui. C'est un entraînement grand oral qui aura lieu dans quelques jours. Et un grand merci quand même à tous ce lycée Louis-Armand à Aubonne. Ils font un travail pédagogique extraordinaire. Merci donc à Cédric Mouillin, le proviseur, à toute l'équipe éducative. On a rencontré une équipe extrêmement motivée et ça fait très plaisir
plaisir à voir. Et merci à toute l'équipe également de France Info pour avoir monté cette émission spéciale. Sophie Guillain, Michel Dumorel, Léo Lamberton à la rédaction en chef et toute l'équipe de production de la vidéo mobile que vous ne voyez pas, qui sont derrière les caméras et qui nous ont aidés à monter cette émission en direct. Un mot de la fin très rapide. Parce que vous avez dit merci, je dis merci aussi. Merci à tous les professeurs, à tous les personnels de l'éducation nationale et des collectivités locales pour le travail incroyable qui a été mené cette année et qui a permis de relever le défi collectif d'être le plus ouvert possible alors que les circonstances étaient très dures. Merci Jean-Michel Blanquer. On va passer maintenant la parole à Gilles Bornstein pour votre instant politique, le rendez-vous politique sur France Info de 19h à 20h. C'est à vous, cher Gilles.